la grande édition du journal. C'est le 20h sur la RTNC. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommaire. La situation sécuritaire à Malembankoulou Olomami préoccupe les élus du Grand Katanga reçus ce jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde. Il les encourage à prêcher le vivre ensemble censé caractériser tout Congolais. Le Venezuela, à travers son conseil électoral, voudrait accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des prochaines élections. L'ambassadeur de ce pays en RDC l'a dit à l'issue de son entretien avec le président de la centrale électorale congolaise. Et puis le Fonds de promotion de la santé donne un coup de pouce au programme de gratuité de la maternité en octroyant des produits pharmaceutiques à certains centres hospitaliers, parmi lesquels le centre hospitalier de référence Kabila. Voilà pour les titres. La 10e réunion de la conférence de gouverneurs s'est clôturée au rythme de la promotion d'une gouvernance responsable et le changement du mode de destitution des gouverneurs, désormais soumis à l'avis du président de la République garant de la Nation. Un reportage de Blandine Zovo et Roger Dieye. C'est sur une note de satisfaction que prend fin la 10e session de la conférence des gouverneurs. Comme à l'ouverture, c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a clos ce forum. 2 jours d'intenses travaux ont suffi pour les 26 gouverneurs des provinces d'évaluer de manière exhaustive la marche de cette institution de l'organisation territoriale de l'État depuis sa première session tenue en mars 2009 jusqu'à ce jour. Il en sort de cette cogitation plusieurs recommandations, question de répondre aux préoccupations soulevées par le président de la République dans son discours d'ouverture. À titre illustratif, la commission politique et administrative a analysé l'apport de l'institution conférence des gouverneurs dans la stabilité des institutions provinciales. 2 autres commissions se sont succédées pour le même exercice. Il s'agit de la commission socio-économique et financière et celle chargée de la reconstruction et développement. Dans son mot de clôture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dit prendre acte des légitimes préoccupations soulevées par les différentes provinces concernant les aspects qui freinent le bon fonctionnement de leurs entités respectives. Je profite de cette occasion pour rappeler et vous exhorter à 3 choses. Premièrement, de vous préoccuper au plus haut niveau des intérêts de la population que vous administrez. Deuxièmement, de vous maintenir aux principes déontologiques applicables à la territoriale et qui exigent aux gouverneurs de province d'effectuer en permanence des missions d'itinérance, en l'occurrence 20 jours de brousse et 10 jours de bureau, et enfin de respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. Par ailleurs, je prends note des réponses apportées aux questions que j'avais formulées hier lors de l'ouverture de la session et qui ont été coulées sous forme de recommandations. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La 10e conférence des gouverneurs a vécu. La prochaine est annoncée au premier semestre de l'année 2024 à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Immédiatement après, le chef de l'État congolais a abordé des questions liées à l'énergie et au développement, d'abord avec une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique et ensuite avec celle du Fonds monétaire international. Raphaël Manano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était porteur d'un projet de construction du tout premier centre de diagnostic et de radiothérapie publique en République démocratique du Congo. À ses côtés, le ministre congolais de la Recherche scientifique qui a indiqué que cette structure médicale spécialisée aura pour mission de diagnostiquer des cas de cancer sous toutes ses formes. On a discuté à propos de l'établissement du premier centre de diagnostic et radiothérapie public au Congo.
dont la pierre fondamentale on a établi aujourd'hui avec les ministres de la recherche scientifique. Les présidents est partant, on va commencer des gestions et des démarches auprès de la Banque mondiale et la partie technique sera naturellement prise en charge par l'Agence internationale de l'énergie atomique et on va aussi remodeler le vieux réacteur de recherche que le Congo avait depuis les années 50 et pour aussi aider à la production de radioisotopes pharmaceutiques et d'autres fonctions. Donc une rencontre techniquement fructueuse, politiquement positive et très amicale. C'est que ce sera le tout premier centre de traitement du cancer par des rayons, par radiation, et en Afrique centrale et bien entendu au Congo. Et donc, si nous avons ce centre, les gens pourront, avant même d'être malades, se faire détecter et ensuite se faire soigner. Le Fonds monétaire international félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les progrès réalisés et ce, malgré les facteurs d'incertitude dus principalement à l'escalade des conflits armés dans la partie est du pays. Ce progrès concerne notamment le respect des engagements et les performances macroéconomiques enregistrées dans le cadre de la 5e revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit. Sans que le Congolais moyen ne se rende compte, mais on est en train de vivre des moments historiques dans notre domaine à nous. C'est la première fois que le Congo arrive à faire un programme avec le FMI et aller jusqu'à la 5e revue. Et s'il plaît à Dieu, on va finaliser ce programme à sa 6e revue sur les données du mois de décembre 2023. C'est pourquoi il était important de venir lui signifier ce progrès et aussi l'encourager, lui et son équipe, avec Madame la gouverneure de la Banque centrale, qui est la gouverneure pour le FMI, pour la République démocratique du Congo, les encourager à tenir bon pour les 45 jours de décembre qui restent, pour que l'effort soit enfin récompensé, à savoir finaliser un programme avec le FMI pour la première fois depuis que le Congo existe. La gouverneure de la Banque centrale du Congo parle des réformes accomplies par la République démocratique du Congo grâce à l'appui technique de l'institution de Bretton Woods. Un autre aspect très important des réformes et l'accompagnement du Fonds monétaire, c'est l'assistance technique. Et en tant que gouverneur de la Banque centrale, je vois depuis que nous sommes là, tout l'appui que le Fonds monétaire a pu nous apporter en termes d'assistance technique pour renforcer la gestion des opérations, pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein de la Banque centrale. Donc c'est aussi cet aspect de l'assistance technique qui est très très important dans les relations entre la RDC et le Fonds monétaire international. Pour le conseil d'administration du Fonds monétaire international, la croissance du PIB réel, soutenue par une production minière plus élevée, a également entraîné une augmentation significative. Et je vous l'ai dit au tout début de ce journal, la situation sécuritaire à Malemba-Nkulu dans le Holomami préoccupe les élus du Grand Katanga reçus ce jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde. Il les encourage à prêcher le vivre ensemble censé caractériser tout Congolais. Marcel Mubenga et Janine Kalinga. Il y a quelques jours, toute l'opinion nationale était choquée et avait condamné des scènes de violence à caractère ethnique dans le territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Holomami. Ces violences ont conduit malheureusement à des morts. Le Premier ministre et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, charge les élus du Grand Katanga d'aller prêcher
le vivre ensemble à toutes les communautés du Grand Katanga pour que la République démocratique du Congo n'ait plus à revivre pareille scène de violence. La délégation du caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Grand Katanga indique que les préoccupations relatives à ces scènes de violence présentées au chef de l'exécutif national au cours de la réunion de ces jours ont trouvé un écho favorable. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre le même problème. Il nous a donné le message conciliateur pour que le vivre ensemble puisse régner dans le Katanga en respectant les mœurs et en allant voir et que tous les leaders de notre communauté puissent descendre dans le Grand Katanga et aller conseiller les nôtres. Nous devons vivre ensemble, nous tous, nous sommes les enfants du même pays. La communauté katangaise et la communauté kassaïenne doivent vivre ensemble sur le territoire de la République démocratique du Congo. Au regard de ces scènes de violence enregistrées dans cette partie de la République, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait déjà instruit la gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga, de dépêcher une mission d'investigation afin d'établir les responsabilités et par conséquent procéder à l'interpellation des auteurs présumés de cette barbarie. Et toujours en rapport avec ces actes de violence à Malemba Nkulu, un notable du coin, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du parti ECO, Masanga Moulongo, condamne ces violences et en appelle au calme. Il est au micro de Guylaine Kassou. La situation qui prévaut actuellement dans le territoire de Malemba Nkulu, où il est fait état d'atrocités inhumaines et choquantes, commises par des Congolais contre leurs frères et sœurs congolais. Une situation abondamment relayée par les réseaux sociaux et qui me préoccupe très fortement. Ainsi, c'est avec la dernière énergie que je condamne toutes ces violences, d'où qu'elles viennent, et que j'appelle à l'apaisement, tout en présentant mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et en priant également pour elles. Il n'y a pas de développement sans paix. Le Congo, notre beau et grand pays, souffre déjà par-ci et par-là de plusieurs conflits communautaires, notamment dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maïndombe, le Kwango. N'y a-t-il plus d'autres. Chers frères et sœurs du territoire de Malemba Nkulu, l'heure n'est plus à la distraction et au déchirement en ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, amorce le dernier virage de l'organisation de son 4e cycle électoral. Et on rentre à la primature pour annoncer que des bus Mercedes-Benz Transco montés à Kinshasa, 12e rue Limité, le Premier ministre en a symboliquement réceptionné le premier lot ce vendredi sur la place royale commune de la Gombe. Marcel Moubenga, Janine Kalinga. Rassemblés et montés sur place à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 21 bus Mercedes-Benz Transco sont sortis de l'entreprise Suprême Automobile. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a réceptionné ce premier lot ce vendredi, du 7 novembre 2023, au cours d'une cérémonie officielle à la place royale. C'est de main du directeur général des Suprêmes Automobiles, M. Harish Jagdani, que le chef du gouvernement a réceptionné symboliquement les clés de ces bus. Pour sa part, il a remis ces clés au ministre des Transports, Marc Ekila, qui le remettra à son tour au directeur général des Transco. C'était en présence du ministre d'État
en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, du gouverneur de la province de l'Équateur, de la gouverneure de la province du Kasaï oriental et des agents et cadres des Transco ainsi que de l'entreprise Suprême Automobile. Il faut souligner que Suprême Automobile est partenaire de la République démocratique du Congo. En juin dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait procédé à l'inauguration de son usine délimitée. Cette usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire des bus Mercedes-Benz devant servir dans les transports en commun en République démocratique du Congo. Adoption du rapport final sur le processus de départ de la MONUSCO du territoire congolais. Le gouvernement et la mission des Nations Unies au Congo se sont accordés sous la direction du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amouri. C'est acté. Comme demandé par le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier, le gouvernement congolais et la MONUSCO ont travaillé ensemble pour arriver à ce rapport détaillé sur le processus de départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. 3 groupes ont été formés pour travailler sur le plan de désengagement, le transfert de compétences et la mise en œuvre du retrait proprement dit. Pendant 2 semaines, les experts du gouvernement et de la MONUSCO ont travaillé régulièrement dans une ambiance de convivialité et esprit total de collaboration. Il faut noter que ce processus, comme convenu, sera réparti en 3 phases dont chacune aura 4 mois pour une durée de 12 mois, soit 1 année, et va débuter au mois de janvier. Ce rapport a tenu également compte de la protection civile, notamment les femmes, la réforme du secteur de la sécurité, la question des bons offices. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui avait à ses côtés ses collègues du gouvernement, a félicité les groupes d'experts pour le travail abattu. On a identifié les domaines ou les activités de transfert, les organismes ou les structures qui sont concernés et surtout la conditionnalité. Ça ne peut réussir que si il y a ça. C'est important. Si vous voulez dégager la MONUSCO à l'endroit X, il faut que la police soit préparée. Il faut que l'armée soit préparée. Et de quelle manière? C'est visible. C'est visible. Et c'est concret, c'est précis dans le travail. Christophe Lutundula Apala a également appelé à la responsabilité de chaque partie pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Après adoption, ce rapport sera envoyé à la haute hiérarchie du pays avant de le transmettre au Conseil de sécurité comme demandé. Avant cette réunion, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a reçu une délégation suisse avec laquelle il a échangé autour de la question du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Suisse, qui a une voix qui porte dans le concert des nations, a voulu, à travers cette rencontre, écouter les attentes de la République démocratique du Congo sur la question. Ici, le patron de la diplomatie congolaise est clair. Le départ de la MONUSCO, la fin de la guerre et les sanctions contre les auteurs des tueries à l'est de la RDC. Et puis ce communiqué du CESAC, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication constate avec regret que certains médias s'activent à organiser des émissions spéciales et à modifier leur grille de programme sans son avis, en recevant notamment des candidats présidents de la République. Ainsi, le CESAC donne 2 jours aux médias concernés pour se mettre en règle en se conformant à l'article 9-18 de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011 qui dispose que le Conseil est chargé de prendre des dispositions ou des directives à l'encontre de tout contrevenant sur les médias, notamment en période électorale. Le CESAC rappelle en outre que sa directive adoptée le 21 juin dernier appelle au respect strict des cahiers de charges et des grilles de programme lui communiquées au préalable, car les innovations et adaptations dictées par les impératifs de la campagne électorale constituent une grille spéciale à déposer au CESAC pour avis conforme 15 jours avant la date officielle du démarrage de la dite campagne. C'est signé Kabamba Oscar, rapporteur.
Et il y a également cette descente du vice-ministre, ministre de la fonction publique à Kenge dans le Kwango. Le but de la mission de Jean-Pierre Liaou, justement, présenter les réformes en cours dans son secteur et aussi l'identification biométrique des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 16 novembre 2023 à l'hôtel Béatrice au lancement des travaux du 4e atelier d'évaluation de la réforme sur la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Pour le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, qui était accompagné des vice-ministres des Finances, Onej Ntsele, et celui du budget, Élisée Bokoumouana. Ces assises vont permettre aux participants d'évaluer le chemin parcouru pour tirer les leçons des succès et des échecs en vue de fixer le nouveau cap et embrasser le futur avec sérénité. En dépit de ces points positifs, la bancarisation de la paye du personnel de l'État est un dispositif qui reste fragile et mérite de notre part une thérapeutique adaptée. Une évaluation froide et sans complaisance de cette grande réforme systémique devra donc nous permettre de corriger les faiblesses afin d'améliorer les dispositifs. Bien avant, le président ad intérim du comité de suivi de la paye, Flori Mapamboli, a énuméré quelques avantages de la bancarisation de la paye qui a notamment constitué des économies considérables pour le trésor public. Ouvert le jeudi 16 novembre, ces travaux de haute facture vont se clôturer le samedi 18 novembre 2023. Premier ministre qui a la charge de la fonction publique est très actif. Là, nous avons parlé de Kenge. Nous allons prendre Kenge tout à l'heure, mais vous venez de suivre une évaluation qui exige sans complaisance du processus de bancarisation de la paye des agents de l'État. Ce sont des propos que le vice-premier ministre de la fonction publique a tenus. C'était à l'ouverture du 4e atelier de réforme de la bancarisation de la paye. C'était ça le reportage et nous nous rendons maintenant à Kenge. Poursuivons sa tournée à travers les provinces dans le cadre du processus de l'opération d'identification biométrique. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a foulé le sol de la ville de Kenge dans la province du Kwango le jeudi 16 novembre 2023 à 17h. Accueilli avec ferveur par la population, les autorités politico-administratives, les militants de sa famille politique UDPS ainsi que les membres de l'Union sacrée de la nation. Devant l'hôtel Ouattafis, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a révélé à la population l'objectif de sa mission. Il faut la kende ko kutana na ba chef de division. Na kende kutana na ba agent. Sous un tonnerre d'applaudissements, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a dressé le bilan positif des réformes entreprises en vue de redresser l'administration publique. Le responsable des ressources humaines a insisté sur la nécessité d'assurer un rajeunissement qualitatif et compétitif tel que voulu par les présidents de la République sous la coordination du Premier ministre d'offrir l'opportunité à tous les jeunes de contribuer à la transformation du pays. Fachi Beton. Alobi nangai pesa chance na ba jeune nyos. République ezali mboko ezala ba valeur. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a promis aux Congolais d'œuvrer pour lutter contre les disparités et discriminations entre Kinshasa et d'autres provinces du pays moins considérées. Le Venezuela, à travers son conseil électoral, voudrait accompagner la CENI dans l'organisation des prochaines élections. L'ambassadeur de ce pays en RDC l'a dit à l'issue de son entretien avec le président de la centrale électorale congolaise, Tétis Samba Jirestofunje. Le chef de mission diplomatique du Venezuela à la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 17 novembre 2023. Au cours de ces échanges avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, Hannibal Marquez Munoz a exprimé l'intérêt de son pays d'accompagner le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, tout en souhaitant vivement que le peuple congolais s'exprime en toute démocratie lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023 en vue de garantir le bon fonctionnement du pays pour les prochaines années. Et nous pensons que le 20 décembre prochain, lors des élections, c'est un processus très important vers l'accompagnement et vers le processus de la consolidation du destin du pays.
Nous avons également exprimé au président Denis Kadima l'intérêt de notre conseil électoral de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Nous avons également parlé de la possibilité que les deux institutions puissent travailler de concert pour l'échange d'expériences et que ce processus aille de l'avant pour le bon fonctionnement. L'ambassadeur du Venezuela en République démocratique du Congo s'est également réjoui de l'occasion qui lui a été offerte par le président de la centrale électorale de partager l'expérience en cette matière du conseil électoral de son pays avec la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Et à quelques semaines de la tenue des élections, l'heure est effectivement au bilan. Qu'en est-il du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État congolais? La question était au centre du briefing de presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias et son collègue du plan. Extrait. Aujourd'hui, nous allons faire un petit effort pour vous donner un certain nombre de chiffres. Les 145 territoires, c'est 60 000 emplois directs créés. Je ne parle pas des effets induits, 60 000 emplois, vous pouvez imaginer ce que ça représente pour l'écosystème de ces environnements respectifs. Ici, je ne compte pas les nombres de Mama Malewa, les nombres de menuisiers qui font des bancs, les nombres d'autres prestataires qui interviennent dans le cadre de ces projets. D'ici fin décembre, nous réceptionnerons 916 ouvrages. C'est vous dire l'ambition. L'ambition, c'est d'avoir à terme à peu près 2200, donc 145 bâtiments administratifs, à peu près 1500 écoles et plus de 700 centres de santé. Il y a celle qui est au quotidien en charge de ces programmes au niveau du gouvernement, c'est la ministre d'État, ministre du Plan. Bonsoir. Je vous donnerai la parole évidemment pour quelques mots d'introduction. Ensuite, vous pourrez répondre aux professionnels de médias pour apporter des éléments d'éclairage sur les déroulements de ces programmes et les bilans à mi-parcours. Le PDL 145 territoires, le programme de développement local de 145 territoires, est une nouvelle dynamique qui est insufflée au niveau des communautés locales et qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État parce qu'il a voulu réduire la fracture entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et donc, au niveau de ce programme, il a été question vraiment de voir comment on peut améliorer le niveau de vie des populations, comment on peut aider les élèves, les écoliers à pouvoir étudier avec une certaine dignité, comment on peut aider les populations à avoir des soins appropriés dans des centres de santé qui sont des centres de santé dignes de ce nom, comment on peut ramener l'autorité de l'État au niveau des localités, des territoires, avec des bâtiments administratifs qui réunissent l'ensemble des services. Et donc, partant de là, il y a eu toute une réflexion qui a été menée au niveau du gouvernement, et à ce moment-là, on a pu commencer des missions au niveau des chefs-lieux de territoire, ce qui a permis de discuter avec les gouverneurs, avec les autorités locales, avec les administrateurs des territoires, avec les communautés, la société civile, ainsi que un certain nombre de chefs coutumiers. Et c'est avec eux, en fait, parce que c'est ça la clé du PDL, c'est que c'est vraiment un programme participatif qui a pris en compte les besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, qui a été ramené, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour répondre aux besoins exprimés par les populations locales. Et aussi, c'est un programme qui est, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est la première fois qu'on le fait en RDC. Et même en Afrique, c'est la première fois qu'on a un programme qui permet de commencer à construire un certain nombre d'infrastructures sur l'ensemble du pays. Ceci est un communiqué de la télévision nationale congolaise. La RTNC rejette les allégations de son ancien directeur général AI, Freddy Mulumba Kabouayi, au sujet de la redevance audiovisuelle. La RTNC dénonce avec regret les propos mensongers tenus par M. Freddy Mulumba Kabouayi, son ancien directeur général ad intérim, à travers les médias, évoquant un contrat léonin qui aurait été signé par la RTNC et une hypothèque des recettes issues de la redevance audiovisuelle de cette dernière à une tierce
entreprise, la RTNC tient à apporter des précisions suivantes. 1. Le prétendu contrat léonin de 5 millions de dollars américains déclaré par M. Freddy Moulumba Kabouayi n'est renseigné sur aucun compte bancaire, encore moins dans les livres comptables de la RTNC de cette époque-là. Par conséquent, il n'a pas existé de contrat d'un tel montant entre la RTNC et une quelconque entreprise. 2. Quant aux recettes issues de la redevance audiovisuelle au profit de la RTNC, celles-ci ne font l'objet d'aucune hypothèque, mais demeurent encore très faibles quant à leur mobilisation, pour laquelle les efforts sont multipliés afin d'optimiser cette opération voulue plus transparente et plus sécurisée. Ainsi donc, quelques recettes collectées par les actes générateurs déjà activés sont au profit de la RTNC et orientées dans ces différents comptes bancaires. Toutefois, elles ne sont pas encore ni à la hauteur des attentes de la RTNC, ni des prescrits de la loi sur la redevance audiovisuelle. Et pour terminer, la RTNC fait une dernière mise en garde à tous celui qui s'évertuerait à faire des déclarations médiatiques mensongères à son encontre pour des raisons inavouées et se réserve le droit d'user de toutes les voies légales afin d'obtenir réparation. Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi sont presque achevés. Le trafic ferroviaire sur ce tronçon sera bientôt réouvert. C'est ce que nous dit Pierre Mbouyou dans ce reportage. Booster les multiples aspects liés à la relance du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi par le biais de l'exécution des travaux de modernisation et de réhabilitation de la voie ferrée de ces chemins de fer au point de kilomètre 331, 332 et 335 dans son tronçon compris entre Kimwenza et Kazangoulou. Défi majeur pour lequel s'est engagé à relever les conseils d'administration de l'Office national des transports ONATRA à travers une inspection ferroviaire effectuée par un panel d'experts de cette entreprise du portefeuille de l'État dans ces vastes chantiers situés dans la périphérie de la ville-province Kinshasa. Étant donné que le président de la République a demandé que nous puissions relancer le chemin de fer, et nous avons l'obligation de regarder comment ça se passe maintenant pour que nous puissions projeter l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons qu'après ce travail ici, les trains pourront passer. Cette itinérance ferroviaire qui a vu ses hauts cadres et cadres de l'ONATRA apprécier le niveau d'évolution de ces travaux, ce qui a permis à la direction générale de rassurer la nation congolaise tout entière. Nous avons été nommés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour relever le défi. C'est pour cette raison qu'on essaie de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et voyant cette détermination et cette volonté, le gouvernement ne manquera pas davantage de venir nous soutenir pour relever le défi. La voie ferrée, c'est la solution. Donc, satisfaction. Fort de ces constats heureux, la haute hiérarchie de l'ONATRA confirme qu'au vu de l'avancement des travaux de réhabilitation, nous sommes bel et bien vers la réouverture de cette voie ferrée dont la reprise du trafic interviendra dans quelques semaines. La notabilité Né Congo dans son ensemble, sensibilisée sur les élections apaisées. La journée d'échange porte la marque du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et coordonnateur principal de la campagne du président de la République pour la province du Congo central, Nicole Sesep. Les notables Né Congo font bloc pour jouer un rôle essentiel dans le processus électoral qui emprunte déjà son dernier virage. Ces notables Né Congo se sont retrouvés autour du directeur des cabinets adjoint du chef de l'État, qui est également coordonnateur provincial de la campagne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Congo central. Occasion pour André Wameso Lolo de sensibiliser la notabilité Né Congo sur les élections apaisées et de bannir la haine, le tribalisme ainsi que les querelles intestinales qui ne contribuent nullement à l'émergence de la province du Congo central. Nous nous sommes réunis ici pour préparer la campagne électorale du président de la République au niveau du Congo central. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être désigné comme coordonnateur et ce travail ne pouvait être fait qu'avec mes frères et mes sœurs qui sont ici, d'où cette réunion, parce qu'en plus de ça, le chef de l'État est candidat à sa réélection
va commencer par le Congo central. André Wameso Lolo invite les notables Né-Congo à le Kintwadi, autrement dit à l'unité du peuple Né-Congo qui a toujours fait sa force depuis l'époque du Royaume Congo. Le Fonds de promotion de la santé donne un coup de pouce au programme de gratuité de la maternité en octroyant des produits pharmaceutiques à certains centres hospitaliers, dont le centre hospitalier de référence Kabila. Un reportage d'Éric Kabamba. À bord de ces camions placés à l'entrée du centre hospitalier de référence Kabila se trouvent des cartons de médicaments et autres intrants sanitaires. Dans ces centaines de cartons déchargés un à un figurent tous les produits pharmaceutiques nécessaires pour une meilleure prise en charge gratuite de la maternité de la femme enceinte et du nouveau-né, comme le veut le chef de l'État à travers son gigantesque programme de la gratuité de la maternité. C'est donc du Fonds de promotion de la santé que dirige Mika Niembo Marius, directeur général, a été réceptionné par les responsables de cette formation hospitalière. Ces matériels vont permettre une meilleure prise en charge des femmes policières qui accouchent et leurs bébés dans ces centres, a rassuré une sage-femme. Parce que nous avons ici des mamans qui accouchent, qui en manquent beaucoup, des gants, que sais-je encore, mais aussi longtemps que le président de la République a pensé aux femmes policières que nous sommes maintenant. Nous sommes vraiment ravis de recevoir aujourd'hui ce lot de médicaments de notre part pour prendre en charge nos mamans, nos femmes qui accouchent et leurs enfants. Mika Niembo Marius et toute son équipe se disent déterminés à poursuivre avec cette série de remises de produits sanitaires en toute célérité pour desservir en un temps record tous les 300 centres de santé et 50 hôpitaux retenus pour la ville de Kinshasa. Le commandant région de la ville de Kinshasa a été face aux chefs des camps militaires. Il leur a donné des instructions précises sur la sécurisation de leur camp pendant cette période des élections. Yvette Makuntima, Jules Mpiana. Après la visite de quelques camps, les commandants région a réuni les chefs des camps militaires qui est son ressort. Il a donné des instructions fermes pour assurer la sécurité de la ville-province de Kinshasa. La sécurité au camp, que chaque chef doit être vigilant sur tout mouvement suspect et dénoncer aussi, informer chaque nouvel habitant. Le commandant région a rappelé les règlements militaires aux chefs des camps, à la loyauté aux garants de la nation et aux institutions de la République. Il a formellement interdit tout rassemblement politique au camp militaire. Le général-major Stazambuyu Kizimu a rappelé qu'un militaire n'a jamais participé à une manifestation politique, car celui-ci est apolitique. Toutes les activités des épouses militaires sont aussi suspendues dans les camps. Le commandant région a rappelé que les camps n'est pas un endroit des civils ni un lieu de passage des déviations lorsqu'il y a des embouteillages. Nous venons de tenir une réunion très importante avec tous les responsables de camp de la garnison de Kinshasa, justement pour donner des instructions claires, précises. En cette période préélectorale, les activités ont toujours tendance, n'est-ce pas, à vouloir gagner même le camp militaire. Il a fallu qu'on donne des instructions précises. D'abord sur la sécurité de camp dans l'ensemble, sur l'interdiction formelle des activités politiques dans le camp. Le camp militaire, ce sont le lieu sacré. Et c'est là où le militaire vit et est l'air dépendant. Et le patron de tout le militaire s'appelle commandant suprême. C'est le président de la République. Et donc nous ne pouvons pas accepter que dans le camp, que tout le monde puisse passer et faire ses aventures. Surtout que les militaires sont apolitiques. Le général-major Stazambuyu Kizimu a demandé à tous les militaires de redoubler d'efforts pour sécuriser tous les camps. À partir de 23 h, la patrouille dans tous les camps sont aussi interdites, toute nuisance sonore, car le camp est un lieu de repos pour les militaires et sa famille, comme le veut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le chef d'état-major général. Il a aussi interdit la présence des motards au camp à partir de 23 h. Une
bonne nouvelle, la nationale numéro 1 à Mbujimaï sera bientôt réhabilitée. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a signé dans ce cadre un accord de financement de 200 millions de dollars américains avec la banque d'impôt-export égyptienne. C'était en marge de la 3e conférence commerciale intra-africaine. Alain Bikaï. Lors de sa participation à la 3e édition de la foire commerciale qui se tient du 9 au 15 novembre 2023 au Caire en Égypte, le directeur général du FPI Bertin Moudi Moutisekedi a signé avec le directeur de financement interafricain de Afreximbank le term sheet de l'accord de financement. Cette étape conduit à la prochaine et dernière étape qui va se tenir au mois de décembre prochain et qui va marquer l'approbation par Afreximbank le financement de 200 millions de dollars américains à accorder au FPI pour la construction de la route Mbujimaï-Kananga long de 188 km et la connexion du port d'Ndomba à la route nationale numéro 1 long de 30 km. Quand une banque finance, il a des conditions qu'elle pose. Nous venons de passer une étape de ces conditions. Les discussions qui vont suivre par la suite, c'est-à-dire les experts de la Afreximbank vont venir au Congo pour échanger avec nous sur la dernière phase de la conclusion du marché. Et ils nous ont dit, à la fin du mois de décembre, en tout cas, la banque va organiser une séance de validation et de l'acceptation de notre financement. Connecter les marchés africains, c'est le thème de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine, une plateforme unique qui vise à promouvoir les commerces et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Ces assises ont été organisées par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, les secrétariats exécutifs de la ZELCAF et le gouvernement égyptien. Cette année, la foire commerciale intra-africaine a accueilli plus de 1600 participants venus de 55 pays africains et plus de 36 000 visiteurs. Les appels à des élections apaisées se multiplient. Nous prenons ici le secrétaire général de l'UDPS face à la base de son parti commune d'Engaba. Augustin Kabouya condamne les violences tribales Kadem Malemba Nkoulou. Un reportage de Alain Bikaï. Poursuivant sa tournée dans les districts de Mwamba pour mobiliser la base de son parti sur le processus électoral qui est dans son dernier virage, le secrétaire général de l'UDPS est allé à la rencontre de la base de son parti ce jeudi 16 novembre. Sur place, Augustin Kabouya a commencé sa communication par une minute de silence en mémoire des victimes de violences tribales de Malemba Nkoulou. C'est dans cette optique que le numéro 1 de l'UDPS a lancé un message de paix en appelant à une cohabitation pacifique entre ces peuples frères qui ont des mêmes origines. Sur un ton ferme, le secrétaire général a condamné ces pratiques rétrogrades qui mettent en mal la cohésion nationale en décourageant les instigateurs. Au nom de tous les politiques congolais, Augustin Kabouya a demandé pardon aux victimes de ces atrocités avant de solliciter la prière en faveur des politiciens congolais pour qu'ils soient guidés par la sagesse divine. Veuillez pardonner les auteurs de ces crimes, car la Bible dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution ». Les Balouba di Kassa et les Balouba di Katanga sont des frères. Concernant les processus électoraux en cours, le chef de l'exécutif national de l'UDPS persiste et signe qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre et la base de son parti est prête pour un assaut final. À l'occasion, l'émissaire politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité les cadres et combattants de l'UDPS à venir massivement à la cérémonie de lancement de la campagne électorale du chef de l'État, candidat à sa propre succession, ce dimanche 19 novembre au Stade des Martyrs. Et c'est le rappel des troupes à quelques heures du lancement de la campagne électorale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, mobilise la population pour le go qui sera donné au Stade de Martyrs. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Rappel des troupes, compte à rebours, l'Union sacrée de la nation
peaufine d'ores et déjà les stratégies pour une campagne électorale à la dimension d'un président qui a convaincu le peuple congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi 17 novembre 2023, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, était autour des secrétaires permanents adjoints pour les derniers réglages avant la date du 19 novembre 2023. Pour le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, le lancement de la campagne électorale ce dimanche est une victoire du peuple congolais incarné par un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le cycle électoral soit tenu dans le délai constitutionnel. Nous nous attendons à une forte mobilisation de tous. Et Kinshasa et à travers Kinshasa, toute la population congolaise doit démontrer tout le soutien qu'il apporte au camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous avons réfléchi sur les stratégies, sur les dispositions à prendre pour que cet événement soit un événement sans précédent. Plus de doute, le Congolais iront aux urnes le mercredi 20 décembre 2023. Le message que nous pouvons transmettre à notre population, particulièrement celle de Kinshasa, c'est de se mobiliser. Nous voudrons voir le stade de Martyrs plein, toutes les avenues qui mènent vers le stade de Martyrs remplies de monde. Il y aura un choix à faire dans notre pays. Un choix entre le progrès, et lui représente ce progrès. Tous appellent de vive voix les Congolaises et Congolais à remplir le stade de Martyrs le dimanche 19 novembre 2023 pour le lancement de la campagne par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Cadre Acacia Bandoubola, membre de la direction de campagne du chef de l'État congolais, sensibilise les vendeuses du marché UPN sur le bon choix à faire aux urnes. Guy Blaise Kitiki. De la candidature de Félix Tshilombo à la présidentielle de 2023. Madame Acacia Bandoubola Mbongo, membre de la coordination de la campagne du président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, n'a pas trahi ce principe en se présentant sous une pluie battante à la grande salle du lycée bilingue Claude Mafema dans le quartier UPN à la commune de Ngalema à l'ouest de la capitale. Objectif, consulter sa base de cette partie de la ville en quelques jours du début de la campagne électorale. Un monde enthousiaste à la vue de Maman Acacia. D'abord le remerciement à l'endroit de l'Assemblée pour la présence avant de discourir sur les veilles patriotiques et la conscientisation électorale. Nous allons droit vers les élections. Il faut avoir à l'esprit la bonne personne pour qui voter. Votre voix détermine l'avenir du pays. Nous avons assisté à de grandes réalisations de Félix Tshisekedi, dont la construction des écoles, des centres de santé, de routes, la mise en place de la gratuité de l'accouchement, de l'enseignement des bases, sans compter d'autres grands projets en cours. En tant que femmes et hommes de valeur, nous devons choisir des personnes intègres comme Félix Tshisekedi Tshilombo au moment opportun, a-t-elle insisté. Le jour de l'élection, il faut aller voter. Faites de votre mieux et partez voter à l'intention de tous. Notre candidat Félix Tshisekedi sera au stade de Martyrs le dimanche 19 novembre. C'est véritablement un appel de mobilisation. L'Institut technique de Ngiringiri est réhabilité. Les élèves peuvent y étudier dans des conditions acceptables. Les clés du bâtiment ont été remises officiellement ce vendredi. Une initiative de député national Henriette Ouamou. Reportage Fifi Mukundi. Salle de classe, bureau et latrines dans les normes, telles sont désormais les conditions d'apprentissage à l'Institut technique et social de Ngiringiri. Ce après la réhabilitation de cette école construite depuis 1957. Ces projets financés par l'Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours est non seulement la réponse au plaidoyer de la députée nationale Henriette Ouamou, mais aussi l'accompagnement du programme du gouvernement. La vision qui a été donnée par les chefs de l'État de permettre à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants à l'école est en train d'être respectée. Et l'Église accompagne ces efforts pour pouvoir matérialiser ce qui est la vision de notre gouvernement. L'apport des élèves sera mis à contribution pour la survie de ces infrastructures rénovées. Ensemble, nous garderons telles qu'elles sont réhabilitées la propriété de ces bâtiments. 3000 élèves inscrits à sa création. ITES Ngiringiri en compte plus ou moins 800 aujourd'hui à cause de son délabrement. Notre rêve est qu'avec cette réhabilitation, cette grande institution scolaire inscrive désormais beaucoup plus d'enfants dès la rentrée scolaire prochaine.
Certes, il n'appartient pas à un député national de réhabiliter les écoles, tant dans le pays que dans sa circonscription. Notre initiative est motivée par la clairvoyante vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. Avec sa réhabilitation, l'ITES Ngiringiri est à nouveau compté parmi les écoles viables. Voilà, nous avons également ce communiqué, nous reviendrons sur l'Ituri un peu plus tard. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle de certains quartiers de communes ci-après, Gombe, Limete, Kassaboubou, Kalamou, Massina, Barumbu, Bumbu, Ngiringiri, Lingwala et Kinshasa, que suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de Funa, la fourniture de l'électricité sera momentanément interrompue ce samedi 18 novembre 2023 de 8h à 18h. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément indépendant de sa bonne volonté. Nous allons donc prendre ces éléments de l'Ituri. Les éléments de la police nationale congolaise de l'Ituri sont déterminés à sécuriser avec professionnalisme le processus électoral d'une manière apaisée. Dans cette province, ils sont à mesure de gérer une foule lors d'une manifestation publique. C'est dans ce cadre que 150 unités du groupe mobile d'intervention garnison de l'Ituri ont été formées 5 jours durant sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public. La cérémonie de la clôture de la dite formation a été présidé ce vendredi du 7 novembre 2023 au stade Aman de Bounia par le gouverneur militaire de l'Ituri. Lors de son adresse, le lieutenant général Luboyanka Johnny a invité les apprenants à sécuriser tous les candidats sans tenir compte de leur appartenance ethnique. Ce que nous disons à nos policiers et ce qu'ils savent, ce que je leur répète, c'est qu'ils protègent tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit la population aussi, parce qu'il faut aussi protéger cette population. Tout le monde est bienvenu ici chez nous à Ituri. Mais pour autant aussi qu'on respecte la loi. Ça, je tiens vraiment à le dire. Nous, les Ituriens, nous avons passé des moments très difficiles et c'est à cause de ces braves agents que vous voyez ici que nous avons aujourd'hui cette paix. Parlant au nom des récipiendaires, le commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise en Ituri promet de mettre en application toutes les notions apprises au bénéfice de la population. À vous qui venez d'apprendre toutes ces notions, je vous invite au strict respect des matières apprises dans l'exercice de vos missions. Ainsi donc, je ne saurais clore mon adresse sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations pour son inlassable accompagnement. La remise de certificats suivis des matériels de protection, une dotation de l'Union européenne dans le cadre du projet Congeta, un programme d'appui à la réforme de la police a clôturé cette cérémonie. Au Palais de la Nation, les participants à la conférence internationale sur le développement des 145 territoires ont fait la restitution du travail abattu pendant 3 jours en France sous l'impulsion du conseiller principal du chef de l'État en charge des ressources extérieures. Les détails, c'est avec Jules Chitumbaï. Après la première conférence internationale sur le développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo organisée en France en octobre dernier, l'heure est à la restitution. Devant le membre des services spécialisés du cabinet du chef de l'État, les conseillers principaux, les experts du gouvernement, la société civile et les représentants des missions diplomatiques, les participants à cette première conférence ont donné quelques objectifs principaux qui consistaient à la mobilisation des capitaux de la diaspora congolaise en faveur des investissements dans les 145 territoires et la création d'un fonds d'investissement pour le soutien aux initiatives des citoyens vivant dans l'ensemble des territoires de la RDC. Pour le directeur du cabinet adjoint qui a ouvert ses assises, les chefs de l'État veulent remettre l'homme congolais au centre de l'activité pour un développement à la base. Une grande satisfaction pour les participants.
Ce qui a beaucoup plus frappé la société civile et nous sommes contents, c'est la mise en place d'un fonds de développement local et qui va accompagner les programmes 145 territoires. Pas parler du programme de développement du PDL 145 territoires sans associer l'éducation, l'investissement, le tourisme. Et nous sommes arrivés à la déclaration, ce que nous appelons la déclaration des Rennes, dans laquelle nous recommandons que cette conférence puisse continuer aussi à se réaliser ailleurs. Content du travail abattu, le conseiller principal du chef de l'État en charge des ressources extérieures et suivi des projets a remercié tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Une autre conférence est prévue en février 2024 prochain. Et pour terminer, face à la presse, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katemboué, a évoqué ses réalisations depuis son élection au Parlement jusqu'à sa nomination comme membre du gouvernement. Il parle de la campagne Bendele Koyate, le changement de narratif. Bref, Patrick Mouya Katemboué fait son bilan. Gaëtan Magala. Accueilli en pompe, le ministre de la Communication et Médias s'avance très serein avant de placer son tout premier mot dans cette rencontre sur son bilan. Plus jeune parlementaire en 2011, initiateur de plusieurs projets, participation active à l'Assemblée nationale, le verbe qu'il fallait dans diverses plénières à la Chambre basse du Parlement congolais, l'élu de la FUNA a aussi motivé le pourquoi de la mise en place du G13 à l'époque. On a commencé, l'idée fondamentale, au-delà même de la question de l'élection, parce qu'on a fait la loi électorale, c'était de voir comment aider le président de la République à mettre en œuvre sa politique. Son avènement au gouvernement Samalou Kondé a été marqué par sa touche nouvelle, campagne Bendele Koyate en guise du soutien au FARDC, briefing hebdomadaire de réalisation qui lui ont valu le surnom de l'homme de l'écoute et de la parole. Gratuité de l'éducation de base, gratuité de la maternité, programme de développement à la base de 145 territoires, M. Azala Zala n'a pas manqué d'énumérer quelques réalisations du garant de la nation. Je vais vous expliquer pourquoi Nabenga une fondation. On dit fondation Zagababeto de l'Essangani. C'est quoi, avec le président Fatih Tchène en béton, Namakamo est à la gratuité de l'enseignement. Les autres à béton, Namakamo est à la maternité à Ophélie. Et à béton, Namakamo est à la couverture santé. À quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale de décembre 2023, le nouveau narratif laissera peut-être la place au dire et au faire. Retenez que l'archevêque président représentant légal de l'église de réveil du Congo ERC, Ejibaya Mampia, annonce l'organisation d'une grande réunion de prière demain samedi. Donc à Kinshasa, ce sera à l'église ACK Bandal, ici dans la capitale congolaise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.